Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Et le grand invité aujourd'hui, c'est vous, Jean Kakou Diagou. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Jean Kakou Diagou, vous avez fondé il y a 20 ans un groupe d'assurance NSIA, à la tête duquel vous êtes toujours. Vous êtes aussi, depuis 9 ans, le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, en clair, le patron des patrons ivoiriens. Et ce n'est pas tout, vous êtes aussi depuis 2010 à la tête de la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. En clair, le patron des patrons ouest-africains. Et si vous êtes dans ce studio, c'est que nous enregistrons cette émission à l'occasion du 2e Forum franco-africain pour une croissance partagée qui se déroule à Paris en ce début 2015, auquel vous participez. Un forum inauguré hier par les présidents Alassane Ouattara, Macky Sall, Ali Bongo et François Hollande. Alors, avec Frédéric Maury, rédacteur en chef économie de Jeune Afrique, nous allons vous interroger sur les relations franco-africaines et franco-ivoiriennes. Nous évoquerons avec vous l'économie ivoirienne, qui connaît une croissance forte mais dont tout le monde ne profite pas. Nous parlerons aussi de la place du secteur privé en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais d'abord, Jean Kakou Diagou, une question plus personnelle si vous le permettez. En préparant cette émission, nous avons découvert avec Frédéric Maury que vous composiez des chants religieux. C'est une activité importante à laquelle vous consacrez beaucoup de temps ? C'est une activité qui m'a toujours passionné, puisque je suis un ancien séminariste. J'ai été près d'être prêtre de l'Église catholique. Et je suis resté très fidèle à l'Église catholique. Et qu'est-ce qui vous a fait dévier de ce chemin ? Je suis parti tout simplement sur un malentendu avec mes professeurs. Et est-ce que cette foi catholique est toujours très importante dans la gestion de vos affaires ? Tout à fait. Je ne fais rien sans me confier à Dieu, et surtout à la Vierge, puisque je suis né le 15 août. Et donc j'ai une dévotion particulière pour la Vierge. Frédéric Maury vous pose une question. Alors, on est au 2e forum franco-africain pour une croissance partagée. Le précédent avait eu lieu en décembre 2013. Je ne sais pas si vous étiez déjà au premier, mais en tout cas, vous êtes au second. Quelle est l'importance de ce type de forum pour vous ? Parce qu'il y en a finalement beaucoup. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce type de forum ? Mais j'étais déjà au premier, où j'avais fait une déclaration qui peut-être n'a pas plu à tout le monde. Rappelez-nous ce que vous disiez. Bien, je disais que l'Afrique avait changé et qu'il fallait que les investisseurs ou les hommes d'affaires français considèrent les hommes d'affaires africains comme des gens matures avec qui il faut avoir un partenariat vrai, gagnant-gagnant des deux côtés. Parce que vous avez l'impression que jusqu'à présent, c'était pas forcément de cette manière-là que les entreprises françaises approchaient l'Afrique ? Ce n'était pas tout à fait la bonne manière que je souhaitais. Parce que les jeunes Africains, les jeunes qui sont maintenant des hommes d'affaires, ils ont été à l'école en Amérique, au Canada, en Chine et partout. Ils n'ont plus la même mentalité que nous qui avons fait l'école française ou parfois l'école en France. C'est-à-dire, c'est quoi cette mentalité ? Nous, on est très attachés à la France. Et ils sont plus indépendants d'esprit que nous. Et donc, en ce moment, quand on va commercer avec l'Afrique, aujourd'hui, il faut trouver plutôt des partenaires de vrais, qui ont une valeur, qui peuvent apporter une valeur ajoutée, qui connaissent le terrain et avec qui on peut mieux commercer. Ce que vous nous dites, c'est que les chefs d'entreprise africains aujourd'hui sont mondialisés, globalisés, et que les Français ne le seraient pas assez ? Non, je n'ai pas dit que les Français ne sont pas assez. J'ai dit que les Français de notre époque ne considéraient pas les hommes d'affaires africains comme mondialisés. C'est une approche paternaliste, c'est ça que vous reprochez aux chefs d'entreprise français ? C'était ce que je reprochais. Et vous avez l'impression, ça commence à changer. Voilà, vous avez l'impression que ça change ? Si, ça change. Ça change. Si la France a perdu beaucoup de parts de marché, c'est aussi parce que il y a une certaine erreur de la France vis-à-vis de sa manière de considérer... D'approcher sur le plan économique les Africains. Donc c'est le fait d'être concurrencé par des nouvelles nations, par des nouveaux investisseurs qui aussi fait bouger les Français ? Absolument.
Jean Kakou-Diagou, ce forum, c'est l'occasion de lancer les opérations de la Fondation franco-africaine pour la croissance, qui est présidée par quelqu'un que vous connaissez certainement bien, le franco-béninois Lionel Zinsou. Lionel Zinsou qui expliquait il y a quelques semaines seulement à ce micro ce qu'était sa fondation. L'idée, c'est si on veut redonner plus de contenu aux relations économiques entre la France et l'Afrique, il faut s'appuyer sur de nouveaux acteurs qui étaient moins sollicités que les États. En fait, si la coopération entre la France et l'Afrique reste surtout un dialogue souverain, un dialogue entre les administrations, on se prive de toute la richesse de ce que peuvent apporter les entreprises, les collectivités locales, les associations. Et l'idée, c'était que ces nouveaux acteurs se mettent en réseau, échangent entre eux et fassent des partenariats. Et que, au lieu que ce soit un réseau des entreprises françaises, soit un réseau des entreprises françaises avec des partenaires africains. C'est-à-dire que les cofondateurs soient des entreprises africaines ou des associations africaines, ou des fondations africaines, ou des collectivités locales africaines à l'égal, en partenariat, à l'égal des partenaires en France. Jean Kakou-Diagou, vous êtes d'accord avec ce que dit Lionel Zinsou? Les relations franco-africaines se font trop d'État à État? Pas assez d'entreprise à entreprise, de société civile à société civile? Je suis tout à fait partisan de ce qu'il a dit, et d'autant plus que même les entreprises ont tendance, en venant chez nous, à aller rencontrer plus les hommes politiques, et les hommes du gouvernement, que les hommes d'affaires. Et règlent en général leurs problèmes avec les hommes politiques plutôt qu'avec les hommes d'affaires. Ce que je reprochais un peu tout à l'heure, parce qu'on ne nous a pas considérés jusqu'à présent comme des hommes d'affaires matures. Et je crois que c'est un peu dommage, d'autant plus que même les filiales françaises dans nos pays ne participent pas, à mon avis, assez aux activités des associations patronales dans nos pays. Ils préfèrent créer souvent leurs chambres, soi-disant chambres d'hommes d'affaires ou d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, et ainsi de suite, faisant leurs activités parallèlement à l'association patronale. Vous diriez cela de Bolloré, d'Orange? Je dis ça de toutes les entreprises françaises qui travaillent en Côte d'Ivoire. Vous leur lancez un appel? Je leur lance un appel. Je leur dis qu'il faut, quand ils sont en Côte d'Ivoire, qu'ils sont au Sénégal, ils sont au Mali, il faut qu'ils participent à l'activité patronale du pays. Et ainsi, l'union faisant la force, si nous avons des revendications, si nous avons des suggestions à faire aux gouvernants, nous le ferons ensemble. Mais voilà. Si elles ne participent pas à vos organismes, c'est à cause de ce paternalisme que vous dénonciez tout à l'heure? Nous considérons qu'ils ne nous considèrent pas comme des hommes d'affaires capables de résoudre les problèmes des entreprises. Frédéric Maury. Il y a un pays qui a percé en Afrique depuis 10 ans, c'est la Chine, dont l'activité sur le continent, les échanges avec le continent ont explosé. Et quand on regarde la manière qu'a la Chine d'appréhender l'Afrique, c'est quand même beaucoup des relations d'État à État. Et on s'aperçoit que finalement, pour percer en Afrique, les relations politiques, la force d'un État, c'est quand même relativement important. Donc, est-ce qu'on peut reprocher finalement aux Français de faire ça, alors que les Chinois le font aussi? Non, moi je dis que l'attitude des Chinois n'est pas non plus à copier. Écoutez, les Chinois se contentent, jusqu'à présent en tout cas dans nos pays, d'investir dans les grands chantiers du pétrole, d'infrastructures, autres là où, effectivement, c'est les relations avec les États. Mais en général, très peu d'entreprises chinoises s'installent en tant que PME, entreprises commerciales en tant que telles. Pour moi, ce n'est pas le vrai développement, ça. Quand on veut développer un pays dans une croissance inclusive, il faut que la population puisse être concernée par ce développement. On en parlera tout à l'heure. Mais dites-moi, Jean Kakou-Diagou, on dit que les relations commerciales entre la France et l'Afrique sont en train de se rééquilibrer, qu'elles seraient devenues excédentaires pour la France. Vous avez confirmation de cette tendance? Vous voyez déjà à l'œuvre un redressement pour la France de ces échanges avec l'Afrique? Bon, moi je n'ai pas ces chiffres-là, mais puisque la part de la France entre 2000 et 2012 a baissé de moitié, si elle se rééquilibre, c'est tant mieux. Je pense qu'il y a de l'espace pour les entreprises françaises. Et je pense plutôt aux PME françaises.
aux PME françaises, PMI françaises qui ont de l'espace, parce que le développement d'un pays se fait par les PME plus que par les grosses entreprises. Mais la Côte d'Ivoire, elle a besoin d'échanges économiques, d'échanges commerciaux, ou elle a besoin d'investisseurs, ce qui n'est pas la même chose, c'est pas la même démarche d'aller commercer et d'aller s'implanter physiquement. Alors, sur le plan investissement, la France est restée toujours présente. En Afrique francophone, la France est le plus grand investisseur parmi les pays occidentaux, même les pays extérieurs. Mais moi, ce que je voudrais, ce que je souhaite, c'est que les entreprises françaises, les PME, PMI françaises, s'installent en partenariat avec des hommes d'affaires nationaux qui connaissent le terrain et qui peuvent pérenniser leurs investissements. Plus que des simples commerces comme font les Chinois et autres. Et vous pensez que les Français ont la capacité, l'envie d'investir en Afrique? Les PME, PME africaines? Ils ont la capacité. Mais l'envie, ça, je ne sais pas. Mais ils ont la capacité. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire que je connais bien. En 2004, il y a eu des événements. Et beaucoup de PME. Il y avait beaucoup de PMI françaises qui étaient installées en Côte d'Ivoire. Elles sont parties. Et beaucoup ne sont pas revenus. Mais si ma mémoire est bonne, le président Ouattara avait lancé un appel à ces entreprises pour qu'elles reviennent. Et pourquoi ne sont-elles pas revenues? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème côté ivoirien? Non, du côté ivoirien, il n'y a pas de problème du tout. Je peux vous dire que contrairement à ce qui s'est passé, qui a été une manipulation politique, les Ivoiriens aiment bien les Français, beaucoup. Et la plupart des Ivoiriens, quand ils voyagent, c'est en France qu'ils vont. Et quand ils commercent, c'est avec les entreprises françaises. Mais la place qu'ils ont, les PME et PMI françaises ont laissée a été occupée, évidemment. Parce que ça ne pouvait pas être autrement. Pas soit des Libanais, soit même des Ivoiriens qui ont pris au pied levé la relève. La place n'est pas restée vide en attendant que les Français reviennent, c'est ça que vous dites. Absolument. Et que les Ivoiriens aiment bien les Français, mais qu'ils ne les attendent pas non plus pour se développer. Il faut bien que nous mangions entre-temps. Parmi les gestes forts qui ont été faits par la France récemment, il y a l'allègement de la dette ivoirienne qui a été fait. Le Premier ministre ivoirien vient d'annoncer un nouveau eurobond, c'est-à-dire une émission obligataire internationale de je crois que c'est $1 milliard qui aura lieu dans les mois qui viennent. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet tout de même que, après avoir allégé la dette, aujourd'hui le pays se réendette sur des marchés internationaux, donc à des taux qui sont quand même plus élevés que des prêts d'État, et que du coup les finances publiques ivoiriennes soient affectées ou que la dette soit trop élevée? Bien, on pourrait être inquiet si on ne mesure pas la capacité de remboursement de l'État dans le temps. Je crois que le gouvernement ivoirien fait attention au ratio d'endettement et je pense que nous avons besoin pendant cette période aussi d'un fort niveau d'investissement pour refaire toute l'infrastructure économique sans laquelle le développement serait impossible, pour ne pas dire très ralenti. Donc, pour que les commerces entre les villes, entre l'intérieur et la côte et l'extérieur puissent se faire, il faut des infrastructures. Et il faut que les infrastructures de télécommunications soient au niveau, que les routes soient bien. Et pour faire ça, il faut s'endetter, c'est ça? D'une certaine manière, on est obligé de passer par là. Il y a la dette intérieure, là on parle de la dette extérieure, celle qui est due à des gens à l'extérieur du pays, mais la dette intérieure, c'est-à-dire celle qui est due par l'État aux entreprises ivoiriennes notamment, elle est élevée. Est-ce qu'elle a été remboursée, cette dette intérieure? Elle a été en grande partie remboursée. Il reste encore les cas pour lesquels nous poussons l'État à faire le nécessaire pour le faire. Et c'est mieux qu'avant. Les nouveaux engagements sont en général payés à temps. Ce sont les arriérés qui sont... Avec quel délai? C'est 90 jours. Donc, c'est un délai raisonnable. Jean Kakou Diagou, les 5 et 6 août dernier, les États-Unis ont organisé un sommet à Washington pour relancer leur présence économique sur le continent africain. Est-ce que vous en constatez les retombées en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest où vous circulez beaucoup? Je pense que pour moi, les États-Unis, un peu comme la Chine, ils investissent essentiellement dans l'énergie, dans le pétrole, et pas assez dans
dans l'industrie, dans le commerce intérieur et autres. Et c'est ce que je reproche un peu aux États-Unis. Il faut, si on veut aider l'Afrique à se développer, c'est plutôt dans les PME, PMI, dans les entreprises commerciales, dans les entreprises industrielles, et qu'il faut investir avec des partenaires locaux, pour que il y ait aussi un transfert de technologie et tout cela pour faire avancer l'Afrique. Mais est-ce que ça n'est pas là aussi un peu de la responsabilité des Africains si les Américains ne sont pas assez enclins à investir sur le continent? Est-ce qu'il n'y a pas assez de volonté des Africains de les attirer, de les séduire, de leur dire venez? Je pense que pour les Américains, le commerce, c'est une philosophie, c'est toute une philosophie. C'est le commerce d'abord. Et il énonce très clairement dans leur philosophie c'est le commerce d'abord. Commerce entre les entreprises américaines et les pays africains. C'est ça, ce que je dis, c'est que, bien, vous voulez faire du commerce, mais pas de produits seulement de base. Il faut qu'il y ait une capacité à l'intérieur des pays de développer aussi des produits finis. Et c'est là que ça ne va pas. Et leur commerce, c'est de venir prendre du pétrole, c'est de venir prendre des mines, du cacao brut, et d'aller le transformer chez eux. Je ne suis pas d'accord. Et je le dis comme je le pense. Pourtant, il y a de plus en plus de transformations, par exemple, de cacao en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais pas les Américains. Nous essayons d'attirer les investisseurs pour justement transformer le maximum de nos produits sur place. Et ensuite, on pourra faire le commerce avec les entreprises extérieures. Mais ça reste quand même un niveau de transformation assez bas. Quand on regarde le cacao, c'est de la transformation de base, c'est pas de la transformation très sophistiquée. La transformation sophistiquée, elle se fait en général plutôt en Europe ou sur les marchés de consommation. Est-ce que si on prend l'exemple du cacao, qui est la grande production ivoirienne, est-ce que vous n'êtes pas étonné par le fait que finalement il y a 1 milliard d'Africains et que le cacao, qui pourrait être aussi un bien de consommation en Afrique, est finalement pas du tout un bien de consommation en Afrique. Il est consommé en Asie de plus en plus, en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas assez justement d'investisseurs pour le transformer sur place et le vendre sur place sous formes diverses et variées? Oui, mais c'est une question aussi de goût de consommation, enfin de goût de consommation, ouais. de culture. Culture culinaire. Oui, culinaire. Si les gens n'aiment pas le chocolat, ouais. C'est difficile. Mais il faut faire la promotion. Mais vous, Jean Kakou-Diagou, vous êtes rendu récemment aux États-Unis, par exemple, pour faire la promotion du cacao ou des entreprises ivoiriennes? Je ne suis pas du milieu. Mais pour faire la promotion du milieu entrepreneurial ivoirien? Je ne me suis pas rendu. Mais je dirais que les entreprises qui font du cacao et de la transformation du cacao sont encore, en général, entre les mains de multinationales. Et le président Alassane avait dit l'année dernière qu'il voulait promouvoir des PME et des PMI ivoiriennes qui puissent être dans ce secteur et arriver à faire de la transformation aussi mais cela va prendre encore quelques temps pour le réaliser. Mais il faut que d'une manière générale, nos États aussi, sur le plan fiscal, mettent des règles qui favorisent la transformation sur place. Et plus il a de valeur ajoutée, plus il devrait avoir de la défiscalisation à ce niveau pour inciter les investisseurs à transformer sur place. Eh bien, Jean Kakou-Diagou, nous continuons cette conversation dans quelques minutes. C'est la première partie de ce grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous nous retrouvons dans 3 minutes, précisément après un flash d'actualité. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. International. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie de ce grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Notre invité est Jean Kakou Diagou, entrepreneur ivoirien et président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, le patron des patrons ivoiriens. Jean Kakou Diagou, au cours de la première partie de cette émission, vous avez lancé un appel aux entreprises françaises pour qu'elles investissent en Côte d'Ivoire aux côtés des entrepreneurs ivoiriens. Mais il n'y a pas que la France qui intéresse la Côte d'Ivoire. Vous cherchez naturellement, vous, chef d'entreprise ivoirien, à diversifier vos échanges économiques, vos partenariats. Vous étiez vous-même récemment à Marrakech dans une délégation conduite par le président Ouattara. Pendant cette visite, une quinzaine d'accords bilatéraux a été signés et à l'occasion de ce forum ivoiro-marocain, notre envoyé spécial Stanislas Daïchimier a pu rencontrer Moulay Hafid El Hanani, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. Écoutez ce qu'il disait des relations entre Abidjan et Rabat. Les relations directes existent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de relations directes. Elles ne sont pas suffisamment fortes ou au bon niveau, et donc ce qui est souhaité aujourd'hui par ces rencontres, par cette mise en place de tout ce que nous voulons réaliser ensemble, et de passer à un niveau bien supérieur. L'idée est de développer cette relation économique sud-sud, telle que Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'avait soulevé lors de la dernière tournée en Afrique, et de mettre en place un moyen de déployer cette stratégie véritablement gagnante sud-sud. Elle existe, elle n'est pas suffisamment forte, et nous avons besoin de la tuner, de la renforcer, de l'améliorer et de lui donner les vitamines qu'il faut. C'est l'objet de ce type de rencontre. Plus concrètement, que la banane ivoirienne consommée au Maroc ne passe pas par Rungis à Paris. Absolument. Les relations sud-sud ne peuvent pas aller au nord pour revenir au sud, sinon elles perdent de leur saveur. Je ne parle pas de banane. Question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique. Alors ça a été évoqué par le ministre marocain à l'instant. Donc ces liens entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ils sont encore très faibles, même s'ils progressent rapidement. On parle de 100 millions d'euros d'échanges en 2013, donc ça reste des montants assez restreints. Mais si on veut commercer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il faut à un moment donné qu'il y ait des possibilités d'échange physique, donc soit des bateaux qui vont de l'un à l'autre, soit des infrastructures qui amènent de l'un à l'autre. Encore aujourd'hui, on a l'impression que tout passe encore par l'Europe avant de redescendre vers le Maroc. Tout à fait. L'exemple de la banane qui a été donné, c'est moi-même qui avais donné cet exemple au Maroc en disant que c'est pas normal que pour manger une banane ivoirienne, il faut que ça passe par Rungis avant d'arriver à Rabat ou à Casa. Il y avait des possibilités pour les entreprises marocaines de développer des relations physiques, comme vous dites, directes entre Abidjan et Casa. C'est l'appel que nous avons lancé aux deux gouvernants en disant qu'il faut favoriser l'installation de relations physiques directes entre les deux pays. Mais comment faire pour favoriser ? Il faut qu'on puisse créer. Le Maroc a bien des bateaux, des sociétés maritimes. La Côte d'Ivoire en avait une qui a été dissoute, il va falloir, on réfléchit à la mise en place d'une société maritime aussi, dans ce sens. C'est pas seulement pour le Maroc. Une société maritime ivoirienne ou ouest-africaine ? Plus ouest-africaine que sur le modèle d'EcoBank, mais version compagnie maritime, c'est ça ? Exactement, parce que le problème qui se pose même entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, les relations sont difficiles parce que les infrastructures ne sont pas à niveau. Et c'est ce que font aujourd'hui les États, d'essayer de développer les autoroutes entre, par exemple, Lagos et Abidjan. Donc, tout à l'heure, on parlait des infrastructures. C'est très important que les infrastructures soient développées. Même les rails, il a été pris la décision de créer des liens entre les différents rails en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Il faut aller plus loin si on veut commercer avec les autres pays de l'Afrique. C'est vrai que c'est-à-dire avoir des connexions aussi vers l'Afrique centrale, vers l'Afrique de l'Est éventuellement, sûr. Des connexions à l'intérieur du continent. À l'intérieur du continent. Mais on en est encore très très loin là pour l'instant. C'est purement du rêve. C'est presque du rêve, mais c'est pas un rêve qui est irréalisable, puisque pour les rails, la décision a été prise, les fonds étaient pratiquement trouvés. Et les travaux commencent très prochainement. Entre Lagos et Abidjan, vous voulez dire ? Non. Entre Abidjan et Niamey, et Abidjan et Ouaga, Bamako, Dakar,
et Niamey et Cotonou. C'est un maillage qui est très intéressant. Et il serait même important qu'il y ait des rails entre Abidjan et Lagos pour le transport des marchandises. Mais tout cela a trait à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Elle connaît une croissance, la Côte d'Ivoire, importante, à 2 chiffres presque, autour de 10% depuis 3 ans. Le gouvernement ivoirien a lancé un plan national de développement 2012-2015, donc qui se termine cette année, et il prévoit l'émergence du pays en 2020. Il n'y a pas de définition très précise à ce mot émergence, ni de chiffres très précis qui le définissent. Vous, comment vous imaginez la Côte d'Ivoire qui aurait émergé dans 5 ans? Elle serait comment, cette Côte d'Ivoire? Tous les pays sont en développement, pratiquement, mais il s'agit d'avoir un niveau de vie qui puisse être comparable à un niveau de vie, je dirais, si on devait mesurer à $2,000, $2,500 ou $3,000 par personne. Donc c'est l'amélioration du niveau de vie des populations, c'est ça ? De vie, l'amélioration des infrastructures de base, l'amélioration des relations commerciales à l'intérieur du pays, et la facilitation de tout cela qui peut, et puis l'émergence aussi, là aussi le mot, c'est d'avoir beaucoup plus d'hommes d'affaires ivoiriens, beaucoup plus d'entreprises appartenant à des Ivoiriens ou à des Ivoiriens avec des partenaires étrangers, et que le développement soit inclusif. C'est un mot horrible, le développement inclusif, ça fait très technocratique, ça veut dire quoi exactement? Inclusif, c'est faire participer le maximum de personnes à la croissance économique, au développement économique. C'est-à-dire qu'il y a une répartition de la richesse à de plus en plus de personnes. Et justement, quand on regarde le cas de la Côte d'Ivoire depuis 3 ans, il y a un côté très positif, c'est le taux de croissance qui est quand même très, très soutenu, 8, 9, 10% de croissance annuelle. Il y a les infrastructures qui se développent beaucoup, mais justement, un des reproches qui est fait, c'est que la population a l'impression de ne pas bénéficier de cette croissance et que du coup, l'amélioration du niveau de vie n'est pas encore là. Donc à ce titre-là, on pourrait penser, si on vous écoute, que l'émergence, c'est pas encore tout à fait le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas encore le cas de la Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. On tend vers. Mais il est normal que la population soit impatiente. Parce que on a traversé quand même une crise très sévère et où les infrastructures ont été complètement détruites ou abandonnées et il fallait tout reprendre. Donc, on est reparti de zéro. C'est normal que le taux de croissance soit aussi élevé. Vous voulez dire on est encore dans du rattrapage maintenant? C'est seulement du rattrapage? On a rattrapé le maximum. Maintenant, c'est de faire en sorte que ce développement se diffuse dans la population. C'est-à-dire la création d'emplois. La création d'emplois. La création d'entreprises qui vont faire la création d'emplois. La création de petites et de grandes entreprises, mais surtout de petites et de moyennes entreprises. Et vous avez l'impression que ça se passe, ça, en ce moment, ça commence. Ça commence, oui. C'est-à-dire vous le ressentez dans votre organisation, dans la Confédération Générale des Entreprises? Vous voyez le nombre d'adhérents augmenter? Absolument, absolument. Je vois le nombre de PME, PMI bien structurés, et mieux structurés que par le passé. Parce que dans le passé, on parlait de PME, PMI, mais en fait, c'était des TPE qui souvent étaient plus proches de l'informel que d'entreprises modernes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de PME, PMI bien structurées, et gérées d'une manière moderne, et qui sont capables d'offrir des emplois. Dans quel secteur? Dans presque tous les secteurs, parce qu'on avait beaucoup de rattrapage à faire. Presque tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés. C'est pas seulement les entreprises agricoles, par exemple? Non, pas du tout. Et je dirais même il y a encore de plus en plus d'entreprises dans les services que dans les entreprises agricoles. Et ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas assez d'entreprises industrielles. Voilà. Et pourquoi il n'y en a pas plus, justement? Comment vous décryptez ça? Parce que il est plus facile de faire une entreprise de service il faut plus de capitaux pour faire de l'industrie, et il commence à en arriver, mais c'est plus lent.
C'est aussi peut-être parce que pour faire de l'industrie, il faut de l'énergie, de l'électricité, qui est encore quand même un problème en Côte d'Ivoire. Non, oui, c'était un problème jusqu'à ce dernier temps. Ça a été en train d'être résolu. Et l'État a mis les moyens de ce côté-là pour que l'électricité soit à la portée de tout venant et des industries, des entreprises. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Ce sont les infrastructures de base qui précèdent le développement. Sans ces infrastructures de base, il n'y a pas de développement. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut créer plus facilement des industries, des petites industries de transformation et autres qui peuvent avoir de la place. Frédéric Maury. Vous êtes patron des patrons donc de Côte d'Ivoire depuis quasiment une décennie et vous portez la voix des patrons dans le débat économique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu un cas pas isolé mais presque isolé et que finalement on n'entend pas beaucoup les patrons ivoiriens dans le débat économique ou les patrons d'ailleurs subsahariens ou d'autres pays africains dans le débat économique et qui sont en général un peu en retrait du débat public? Bon, c'est une question de culture. Une culture, d'abord, pendant longtemps, à l'exemple un peu de la culture française que nous avions eue à l'époque, surtout dans l'Afrique francophone, alors que dans l'Afrique anglophone, c'est tout à fait différent. Au Ghana, au Nigeria, c'est tout à fait différent. Les entrepreneurs nationaux ou africains, il n'y en a pas eu des masses. On était formés pour être des fonctionnaires, ou au mieux, pour être salarié d'une entreprise, mais pas pour prendre des risques en tant que tel. Il n'y a pas une culture, je dirais, à l'école de prise de risque, de se lancer dans l'entreprise. Et c'est aujourd'hui seulement que ça commence à venir. Donc c'est les entrepreneurs nationaux africains n'étaient pas si nombreux que ça. Et en plus de ça, pour l'essentiel, ils étaient happés par la politique. Cette description que vous faites de la culture économique et politique... Elle est en train de changer. En Afrique, est-ce que vous ne l'appliqueriez pas, vous qui connaissez bien la France, à la France? Quand vous dites qu'il n'y a pas assez d'appétence pour le risque en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est pas aussi un miroir que vous tendez aux Français? C'est ce que je dis. J'ai dit, nous avons hérité ça de la culture française. Mais aujourd'hui, la France a commencé à changer beaucoup. De plus en plus, il y a des entrepreneurs. Mais dans l'éducation française dont nous avons hérité, il n'y a pas cette prise de risque. Je m'excuse, je le dis. Il n'y a pas cette culture de prise de risque comme dans les pays anglophones. Les entrepreneurs français, on les entend quand même beaucoup. Je veux dire, le MEDEF en France, par exemple, oui. Depuis un certain temps, c'est pas nouveau. Les entrepreneurs français prennent la parole dans le débat public. D'ailleurs, on les entend des fois beaucoup. Ils sont beaucoup critiqués. Ils ont des positions sur le droit social, sur des tas de choses. On entend globalement assez peu les patrons africains dire on paye trop d'impôts ou les impôts sont mal utilisés ou il y a trop de corruption, le climat des affaires n'est pas bon. On les entend assez peu. Et c'est ce point-là. C'est-à-dire comment vous expliquez que les patrons restent un peu en retrait du débat public alors qu'en tant que patron, ils ont normalement, j'imagine, une volonté ou une idée ou une stratégie économique? J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de vrais patrons. Et pour le peu de patrons qu'il y a, et si ces personnes se méfient un peu de la presse parce que ils se sentent fragilisés. Et c'est normal. Si on était aussi nombreux et qu'on pouvait avoir un porte-parole ou des porte-paroles qui puissent parler à notre nom, ce serait plus facile. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça commence à changer. Ça commence à changer. En Côte d'Ivoire, nous prenons position sur presque tous les problèmes. Mais qui est si peu d'entrepreneurs, selon ce que vous dites, de vrais entrepreneurs en Côte d'Ivoire, est-ce que ça explique votre longévité à la tête de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire et le fait que vous en soyez quasiment le président à vie, puisque vous venez de rempiler pour un nouveau mandat? Non, attendez. Le patronat a eu une vie qu'il faut expliquer. Dans le passé, au patronat, il n'y avait que des chefs
des directeurs généraux d'entreprises extérieures ou même nationales, qui n'étaient pas des vrais propriétaires d'entreprises. Et donc, nous avons fait avec. Et quand je suis arrivé, j'ai décidé de faire en sorte d'attirer les jeunes patrons qui émergeaient de plus en plus, propriétaires d'entreprises. Et évidemment, il a fallu reconfigurer le patronat. C'était une œuvre de longue haleine. Et aujourd'hui, on peut dire que le patronat a une configuration qui ressemble à un vrai patronat. Et dans quelques mois, dans un an et demi ou deux, je serai parti et on aura la possibilité d'avoir un vrai patron encore à la tête de l'entreprise. C'est parce qu'il n'y a pas assez de patrons en tant que propriétaires de leurs entreprises que ceux qui m'accompagnent dans cette aventure ont estimé que pour me succéder, il faut un vrai patron, quelqu'un qui soit propriétaire d'une entreprise qui puisse me seconder. Et c'est ce qui a fait que j'ai duré un peu à mon corps défendant. Bien, Jean-Kakou Diago, vous nous annoncez votre départ pour 1 an ou 2, mais pour l'instant, vous restez avec nous dans ce studio parce que vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On parlait des entreprises ivoiriennes nouvelles qui émergent en ce moment, qui apparaissent. Vous nous dites qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que l'économie ivoirienne se diversifie ? Parce qu'on a l'impression, malgré tout, que le cacao reste le pilier central et qu'autour, il y a des choses, évidemment, vous en êtes un exemple typique avec votre compagnie d'assurance, mais que ça ne bourgeonne pas beaucoup. Oui, c'est vrai que l'agriculture, d'une manière générale, est le pilier de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, on commence à voir aussi les mines qui commencent à émerger. L'économie ivoirienne tourne autour de l'agriculture et de la transformation de l'agriculture. C'est déjà une très bonne chose qu'on puisse transformer tous nos produits de base agricoles, que ce soit le café, cacao, l'EVA. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs ivoiriens qui sont propriétaires d'hectares et de milliers d'hectares d'EVA, des milliers d'hectares de palmiers à huile, et de l'anacarde et bien d'autres, de l'ananas. Il y a beaucoup de produits ivoiriens, mais sur le plan agricole. Et ce que nous voulons, c'est que cela aille jusqu'à la transformation, au produit fini. Vous voulez passer de l'agriculture à l'agro-industrie, c'est ça ? Absolument. Notamment pour créer de l'emploi, c'est ça ? Absolument. Alors, Jean-Kakou Diago, on parle matière première, là, quand on parle cacao, il y a une matière première très importante pour l'Afrique et pour le monde entier d'ailleurs, c'est le pétrole, dont le prix a beaucoup baissé ces derniers temps, près de la moitié du prix en moins. Le Nigeria, grand pays africain, est frappé par la baisse des prix du pétrole dont il est un gros producteur. Écoutez ce que disait à ce sujet il y a quelques jours Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, au micro de Christophe Boisbouvier de RFI. Nous savons que le marché du pétrole et le marché du gaz a une importance énorme pour le continent parce que c'est le principal produit d'exportation en valeur et donc comme nous avons tous vu, il y a une volatilité très grande des prix et donc on risque de payer un peu le fait que nous ne sommes pas équipés pour faire la transformation du pétrole. On continue à exporter du brut et c'est le brut où il y a le plus de volatilité. Donc il va falloir faire gaffe sur les conséquences et l'impact du prix des matières premières en général et du pétrole en particulier. J'ai aussi dit que c'était très important pour nous de voir comment les différents flux financiers, notamment d'investissement, continuent à être très attractifs du point de vue africain, mais ils risquent dans l'avenir de se concentrer beaucoup plus sur le domaine des services. Or, le problème avec les services, c'est que vraiment c'est du capital intensif, mais pas créateur de beaucoup d'emplois. Donc on risque d'avoir des conséquences de ne pas nous industrialiser suffisamment. Frédéric Maury. L'effondrement du prix du pétrole, il frappe certains pays africains très durement, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, les gros producteurs. Est-ce que ça a un impact sur la croissance ivoirienne ? Moins, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas tellement, il y a peu de pétrole. C'est maintenant qu'on essaie de développer les puits en mer profonde. Je pense que le plan de développement de la Côte d'Ivoire n'a pas été basé sur le pétrole. Donc pour nous, l'impact est moindre. L'impact est moindre, je dirais même presque nul. Presque nul. On dit souvent que le pétrole c'est une malédiction. Le fait de pas en avoir pour la Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction. Je ne sais pas si c'est. Je pose la question à l'ancien séminariste. Non, mais moi j'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de pétrole.
pour ne pas en importer. Et parce que nous importons beaucoup de pétrole du Nigeria, ce qui fait que le Nigeria est devenu l'un des premiers clients de la Côte d'Ivoire sur le plan commercial. Mais donc par ricochet, le fait que le Nigeria soit atteint dans ses recettes économiques, dans ses recettes en devises, ça peut par ricochet atteindre l'économie ivoirienne. Non, pas tellement, puisque nous continuons d'acheter du pétrole, mais c'est bénéfique pour nous. Nous, on paiera moins cher ce pétrole, et qu'on transforme d'ailleurs sur place, et qu'on revend un produit fini, parce que les raffineries ivoiriennes sont expertes dans ce domaine. Il y a une grosse société de raffinage en Côte d'Ivoire, c'est ça, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays africains. Tout à fait, oui. Jean-Kakou Diagou, petite parenthèse, on parle de bénédiction de la Côte d'Ivoire. L'équipe de football de Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la finale de la CAN. C'est bon pour le moral des Ivoiriens et donc pour l'économie du pays, ça ? C'est très bon pour le moral des Ivoiriens, et nous espérons que nous aurons au moins une fois encore cette coupe qui nous fuit depuis plus de 25 ans. Et quand la France a gagné la Coupe du Monde, la croissance est partie très fort. Vous pensez qu'il y aura un effet croissance si jamais la Côte d'Ivoire gagne ? La CAN, c'est très important pour la Côte d'Ivoire qui a traversé une crise et qui a fragilisé la réconciliation nationale. Ce serait, je dirais, un cadeau pour la Côte d'Ivoire d'avoir cette coupe qui va ressouder encore plus. Je ne dis pas que c'est ça seulement, mais qui c'est un plus pour l'unité nationale. Et je crois que c'est quand même pour le moral des Ivoiriens, ce serait très bien que le dimanche soir nous puissions fêter cette coupe. Vous dirigez un groupe d'assurance panafricain, Jean-Kakou Diagou. Est-ce que le développement de ce groupe reflète celui des économies africaines ? Est-ce que vous vous développez au même rythme que celui des pays dans lesquels vous êtes implanté ? Je crois qu'il y en a près d'une dizaine. Mais d'une manière générale, la croissance de l'assurance dans nos pays est plus forte que la croissance nationale dans C'est-à-dire, c'est quel ordre la croissance annuelle ? En général, elle est autour de 10%. C'est-à-dire le double presque. De la croissance africaine. Parce que nous partons de très bas. Et que la culture de l'assurance est seulement à l'état embryonnaire et commence seulement à se développer. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, le groupe NCA est dans 12 pays africains, et nous espérons que dans les années qui viennent, nous irons encore dans d'autres pays africains. Vous êtes dans des pays anglophones déjà, c'est ça ? Vous faites l'intégration économique. Nous sommes au Ghana et au Nigeria. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons fait pratiquement l'intégration de presque tous les pays. Ce qui est assez rare. C'est assez rare, oui, mais bon... C'est parti d'une vision d'un homme qui rêvait de recréer cette espèce de Air Afrique qu'on a eu dans le passé et qui a été un succès malgré le déboire dû à la mauvaise gestion, mais en se disant que avec des hommes d'affaires qui créent une entreprise et qui s'implantent dans les autres pays avec le partenariat des investisseurs locaux, nous pouvions créer une chaîne de valeur, un groupe qui puisse, et si ce groupe est géré d'une manière moderne et comme toute entreprise moderne extérieure, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. C'est ce que nous avons essayé de faire. Cet homme, c'est vous, hein, c'est ça ? Oui, parce que vous parlez de vous à la troisième personne, là. Si vous devinez bien, ça peut être ça. Vous avez commencé au groupe UAP, c'est ça, dans un groupe français ? J'étais dans le groupe UAP. Qui est AXA, en fait, hein, c'est ça ? Qui est aujourd'hui AXA. C'est devenu AXA. Je n'ai pas connu AXA. Mais quand vous voyez le retour en force d'AXA qui achète des compagnies d'assurance partout en Afrique, vous vous réjouissez de voir votre ancien employeur revenir en force sur le continent ? Tout à fait. Moi, j'avais regretté que le groupe AXA ait quitté l'Afrique à un moment donné. Bon, mais c'était une philosophie à un moment donné. Ils ont compris que le développement de l'Afrique va aller un peu plus en crescendo et qu'il fallait prendre sa place. Et ils sont revenus.
Et la concurrence, c'est une bonne chose. Pour moi, j'ai toujours considéré la concurrence comme une bonne chose. Je suis né, le groupe NCA est né dans la concurrence et s'est développé de la concurrence parce que la concurrence, ça permet de la créativité, et l'imagination, l'innovation pour être meilleur que l'autre. Donc, c'est un élément qui permet le développement de l'entreprise. Vous êtes un apôtre du libre marché ? Je suis un apôtre du libre marché. Et surtout d'une concurrence encadrée et égale pour tous les concurrents. Donc réglementé par un État fort ? Réglementé par un État fort, mais qui laisse la possibilité aux hommes d'affaires de faire le business. Merci Jean Kakou Diagou d'avoir accepté d'être le grand invité RFI Jeune Afrique de l'économie. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée, mise en onde par Guillaume Munier. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, où nous parlerons du Nigeria. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI. Appelez-nous, exprimez-vous.